Cette première vidéo relative au suivi des absences et congés a pour but de mettre en évidence des règles liées au suivi des absences. Nous allons aborder cette vidéo sous la forme de questions-réponses pour vous permettre de mieux assimiler les différentes notions. Première question. Tous les congés sont-ils rémunérés? Tous les congés ne sont pas rémunérés. On parle parfois de congés sans solde. De nombreux congés ou absences ne donnent pas lieu à rémunération de la part de l'employeur. Congé individuel de formation, congé parental d'éducation, congé pour enfants malades, absence pour mise à pied, grève, convenance personnelle. Le congé maladie n'est pas rémunéré mais donne lieu à une indemnité de la sécurité sociale et parfois à un complément de l'employeur. La maternité, la maladie professionnelle, l'accident du travail donnent aussi lieu à des congés non rémunérés par l'employeur mais indemnisés par la sécurité sociale. Deuxième question. Pourquoi l'absence d'un salarié entraîne-t-elle une retenue sur salaire? Lors d'une absence d'un salarié, il y a suspension de son contrat de travail et les obligations de l'employeur cessent. Le versement du salaire n'est donc plus obligatoire. Cela se traduit par une déduction sur le salaire du salarié absent. Troisième question. Madame Mélissa a un salaire de 1 840 € par mois et souhaite prendre un jour de congé pour son déménagement. Quel sera le montant de la retenue sur salaire de Madame Mélissa si elle décide de prendre son congé pour déménagement? Selon la méthode de l'horaire réel, on obtient 1 840 € fois 7 heures d'absence par jour de travail divisé par 151,67 heures mensuelles, ce qui donne 84,92 €. Selon la méthode des jours ouvrables, en moyenne 26 jours ouvrables sur un mois, on obtient 1 840 € fois un jour d'absence divisé par 26 jours dans le mois, ce qui donne 70,77 €. Dans ce cas, la méthode des jours ouvrables serait plus favorable aux salariés. Elle pourrait donc être utilisée. Quatrième question. Madame Iliana a été absente pour maladie. Quel document doit lui fournir le médecin? À qui est destiné ce document? Le médecin doit lui fournir un arrêt de travail en 3 exemplaires. Les volets 1 et 2 doivent être fournis à la caisse primaire d'assurance maladie. Le volet 3 sera fourni à l'employeur. Cinquième question. Comment est transmis l'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie par l'employeur? L'arrêt de travail peut être transmis par Internet sur le site net-entreprise.fr, par un PGI ou par courrier. La DSN mise en place pendant l'année 2017 permet aussi sa transmission. Sixième question. Quelles sont les obligations du salarié malade vis-à-vis de la sécurité sociale pour être indemnisé? Les obligations du salarié malade vis-à-vis de la sécurité sociale sont les suivantes. Le salarié doit adresser l'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie dans les 48 heures suivant l'arrêt. Il ne doit effectuer aucun travail rémunéré ou non pendant l'arrêt. Et enfin, le salarié doit respecter les horaires de sortie. Septième question. Faut-il calculer une retenue sur le salaire de M. Bruno, sachant qu'il a été en arrêt maladie sur les mois de février-mars? Pendant l'arrêt maladie, M. Bruno ne perçoit pas son salaire. Il faut donc calculer une retenue. Étant donné que son congé est à cheval sur 2 mois, février et mars, il y aura des retenues sur les 2 bulletins de salaire. Huitième question. Quel sera le revenu de M. Bruno pendant son congé maladie? M. Bruno, en arrêt maladie, percevra des indemnités de la part de la sécurité sociale, indemnités journalières de la sécurité sociale. Ces indemnités sont calculées sur la base des 3 derniers mois de salaire et sont versées à partir du 4e jour d'arrêt maladie, jour de carence. Neuvième question. Quel sera le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale de M. Bruno, sachant que son salaire brut est de 2 000 €? Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont égales à 0,5 fois montant des 3 derniers salaires bruts antérieurs à l'arrêt de travail divisé par 91,25, ce qui donne 0,5 fois 3 fois 2000 divisé par 91,25, soit un total de 32,88 €. Dixième question. L'entreprise Loca Auto devra-t-elle verser un complément de salaire à M. Bruno, sachant qu'il est embauché depuis le 1er mai N-3? L'employeur doit verser un complément de revenu à M. Bruno en arrêt maladie si les conditions suivantes sont réunies. Le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est le cas de M. Bruno en poste depuis le 1er mai N-3. Le salarié doit avoir transmis un arrêt de travail dans les 48 heures. Il doit bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il doit être soigné en France ou dans un pays de l'Union européenne. M. Bruno aura donc droit au complément employeur pendant son congé maladie.
11e question. Quel sera le montant total des indemnités versées par la Sécurité sociale à Monsieur Bruno, sachant qu'il est en arrêt maladie du lundi 28 février au dimanche 4 mars, ce qui donne 7 jours calendaires. Les indemnités totales versées égale indemnité journalière de la Sécurité sociale fois le nombre de jours calendaires moins délai de carence, qui donne 32,88 € fois 7 jours calendaires moins 3 jours de carence, soit un total de 131,52 €. Il est possible de calculer les indemnités nettes de charges sociales, les CSG et les CRDS. 12e question. Que peut faire l'employeur s'il maintient le salaire pendant l'arrêt maladie? L'employeur peut appliquer le principe de subrogation. Cela consiste à verser au salarié la totalité de son salaire et à récupérer les indemnités journalières de la Sécurité sociale auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. L'employeur fait l'avance des indemnités à son salarié. Ce système est rendu obligatoire par de nombreuses conventions collectives. La mise en place de la DSN va aussi obliger les employeurs à pratiquer la subrogation. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une deuxième vidéo relative au suivi des congés payés.